Donc sans plus tarder, commençons ce premier temps. Nous allons parler d'agriculture urbaine, mais surtout de politique locale. Et pourquoi l'agriculture urbaine devrait-elle devenir un pilier des municipales? Donc j'invite à me rejoindre sur scène Stéphane Dupré, qui est conseiller municipal délégué à la démocratie alimentaire à Romainville. Également François Lechéder, adjoint au maire d'Arcueil en charge de la nature en ville, des initiatives citoyennes et de la vie des quartiers. Et Sébastien Mélinet, candidat à la mairie de Nogent-sur-Marne, bénévole à Villefertile et également community manager pour la FOP et Béni-Verdi. Pour rapidement peut-être commencer, vous présenter. Donc je vais vous poser une question qui est de savoir qui êtes-vous et peut-être essayer de savoir quel est votre lien avec aussi l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est un engagement personnel au départ ou bien un sujet que vous avez découvert en tant qu'élu? Voilà. Je vous laisse peut-être commencer, Stéphane, qui a le micro directement. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est bizarre d'être là devant un amphi. Ça fait 30 ans que je n'étais pas dans un amphi, j'étais de l'autre côté. Donc je vais essayer d'assurer, je ne vais pas être à l'auteur des profs que j'ai eus. Alors, donc moi je suis conseiller municipal dans la majorité de ma vie depuis 6 ans. Je suis la majorité parce qu'avant j'étais dans l'opposition pendant 5 ans, donc à la démocratie alimentaire. Ce qui m'a amené à cette délégation, c'est mon engagement au départ en tant que parent d'élèves sur les cantines scolaires. On est dans une ville qui est, les cantines sont livrées par un grand syndicat intercommunal qui fait de la production de masse très centralisée en liaison froide, des thunes de 23 000 repas par jour par exemple. Et donc moi j'étais vent debout en tant que parent d'élèves, ma fille mangeait mal, je n'étais pas la seule. Donc on avait créé un collectif qui s'appelait Pas d'usine, on cuisine. Et voilà, donc on était opposé à la municipalité précédente. Et je me suis engagé en 2020 voilà, pour porter la transformation des cantines, pour remettre une cuisine dans les écoles et faire des cantines 100% bio. On a expérimenté il y a 3 ans la première. Donc tous les produits sont frais, bruts, bio, pêche durable, voilà, plus de produits ultra transformés, plus de marquettes plastiques, ça c'était une grande thématique. Donc voilà, donc c'était ça mon engagement. Alors j'étais sur plusieurs combats aussi par rapport à l'agriculture. C'est une ville qui est très, dans ces petites couronnes, donc très urbanisée, qui est passée de 25 000 habitants en 2010 à aujourd'hui 35, et on va sur 40 000, donc ça a beaucoup construit, au détriment en particulier de surfaces cultivées. Il y avait des jardins ouvriers, des dizaines, je ne sais pas combien, mais des dizaines de jardins ouvriers de l'ancienne usine Sanofi, voilà, donc ont été bétonisés, ça a été perdu. Et à la place, enfin pas sur l'endroit même, mais il y a eu la construction de la cité maraîchère, que certains doivent connaître, donc qui est une ferme urbaine verticale, qui était controversée, dont on a hérité en 2020, donc c'était un peu une coquille vide. Et voilà, puis on a réussi à en faire quelque chose. Aujourd'hui, ça marche, je ne vais pas dire tout de suite, mais voilà, donc ça marche pas. Ton lien avec l'agriculture urbaine, comment c'est venu? Alors mon lien, c'est vrai que c'est pas naturel, je ne jardine pas à la base. Donc tout à l'heure je me suis levé pour dire, oui, je fais planter des... Depuis 1 an et demi, j'ai la chance d'une terrasse avec des bacs, j'ai fait pousser des patates, des tomates, voilà, c'est un petit peu tout, mais c'est pas mal pour moi. Et sinon, donc, j'y suis venu, j'avoue qu'au début, je trouvais que c'était un truc de bobo, quoi, là. Au départ, je reconnais. Et en fait, en étant élu, en voyant ce qui est possible de faire, au niveau du lien social, etc., enfin, c'est la naturation du contact avec la nature, en fait, je comprends, il y a une révolution dans ma tête qui s'est faite, et je trouve que c'est vraiment un enjeu primordial dans nos milieux hyper denses. Voilà, je sais pas si Ok, super. Je passe le micro à mon collègue. Yes. Merci. Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Sébastien, je suis candidat sur une liste qui s'appelle Nogent-en-Commun à Nogent-sur-Marne.
Et alors moi pour le coup c'est l'inverse, c'est que je viens de l'agriculture urbaine. Je suis bénévole depuis 4 ou 5 ans dans une ferme urbaine qui s'appelle Ville Fertile. Ce qui m'a conduit à travailler après à la FOP, où je suis community manager. Et puis j'anime aussi des jardins partagés avec plusieurs structures. Et voilà, donc c'est vraiment cet engagement qui a commencé par le bénévolat, puis qui s'est professionnalisé, qui m'a conduit à rejoindre une liste pour les municipales. Et ce que je peux dire, c'est que en étant à la FOP, j'ai vu naître le manifeste. En bossant sur la com, j'ai participé à le diffuser. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au municipal à la base pour porter le manifeste. Et finalement, il y avait cette liste qui se montait à nos gens. Ils avaient besoin de gens. Tout le monde était super open sur l'agriculture urbaine. Donc j'ai rejoint cette liste. Voilà. Merci, Sébastien. Et donc François Locheder, bonjour à toutes et tous. Il y a 2 arcueillais aussi dans la salle, Anne-Lise et Maxime, qui sont 2 agriculteurs urbains, arcueillais, donc voilà, qui pourront plus savamment que moi parler d'agriculture urbaine. Moi je suis donc élu sur ce mandat, candidat aussi pour faire peut-être un 2e mandat. Mon engagement il est aux Ateliers Citoyens d'Arcueil, qui est une association sur la ville d'Arcueil, dont l'objectif est de permettre aux habitants d'être partie prenante de la vie de la cité. Donc on organise des débats, des rencontres. Et on participe aussi à l'équipe municipale sur ce mandat. On soutient aussi d'une liste conduite par une candidate issue des partis de la gauche et de l'écologie. Sur ce mandat, j'ai été donc élu en charge de la nature en ville sur tout le mandat, et puis aussi au début de mandat, première partie de mandat, des questions d'alimentation scolaire, et deuxième partie de mandat, j'ai pris la délégation vie associative, initiative citoyenne des quartiers. Voilà, donc j'ai aussi, nouvel élu, hérité d'un projet qui a été porté par l'équipe précédente. On est aussi issu dans la continuité, qui est le projet Arcueil comestible, voilà, qui est un projet très identitaire sur Arcueil, qu'on a poursuivi et on y reviendra. Et mes liens avec ces sujets, alors ils sont professionnellement, je suis urbaniste, et j'ai toujours pensé que que la nature en ville était sans doute aujourd'hui une des principales politiques urbaines. En tout cas, l'enjeu principal pour faire ville, il faut continuer à faire ville, il faut continuer à répondre aux besoins sociaux, construire des logements, construire des équipements, parce qu'il y a ce besoin, notamment en petite couronne, en région parisienne, en petite couronne parisienne, mais il faut le faire avec plus de nature en ville. C'est pas simple, l'équation parfois n'est pas facile à résoudre, mais c'est nécessaire pour adapter la ville au monde qui vient, pour répondre aussi aux aspirations, pour prendre en compte la question de la biodiversité, qui est quand même une question centrale aujourd'hui. Donc la question de la nature, la question des jardins dans la politique urbaine m'a toujours intéressé. Et puis par ailleurs, dans le cadre de je me suis aussi beaucoup intéressé aux questions d'alimentation. Beaucoup de travail avec le vétérinaire d'Alfort, dans le cadre de mon travail aussi sur ces sujets, en organisant pendant de nombreuses années, des rencontres annuelles autour des questions d'alimentation. Ok, super. Merci en tout cas pour cette présentation. On va continuer par une première série de questions. Notamment, François, je vous pose cette première question. Donc, vous l'avez mentionné, vous êtes adjoint au maire d'Arcueil. Donc, c'est une ville qui est assez dense, peu d'espace aussi disponible, j'imagine. Concrètement, donc on a des arcueilleurs par ici. Arcueillers, pardon, excusez-moi. Arcueillers parmi nous. Donc qui sont dans les jardins, dans les fermes. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place sur votre territoire? J'aimerais savoir aussi peut-être l'impulsion de départ, quelle a-t-il été? Et également aujourd'hui, quels bénéfices vous pouvez en observer sur les habitants, sur le quartier en tant que tel? Donc Arcueil comestible, ça a été initié par mon prédécesseur et
avec l'initiative citoyenne. Je pense que le point de départ, c'est quand même l'engagement d'habitantes et d'habitants qui ont voulu, qui avaient vraiment cette envie, ce militantisme de retrouver un lien avec la terre, d'intégrer l'agriculture en ville. Il y avait presque l'idée de résilience alimentaire ou d'autonomie alimentaire. Enfin, il y avait presque ça dans l'idée aussi de ces pionniers, je les appelle comme ça, ces habitants qui ont vraiment porté ça. Et donc, ils ont poussé la collectivité à investir des espaces qui pouvaient être dans des jardins, qui pouvaient être aussi dans des interstices de la ville, et d'en faire des jardins partagés. Alors, on avait déjà sur la ville 3 sites de jardins familiaux, on en avait un, on en a créé 2 autres sous le mandat précédent, et puis ont été créés plusieurs jardins partagés. Aujourd'hui, il y en a 8 sur la ville. Donc l'agriculture urbaine Arcueil, c'est 3 sites de jardins familiaux, 8 jardins partagés. On a planté sur ce mandat aussi des vergers partagés. Et puis il y a toujours l'implantation de comestibles dans les espaces publics, donc notamment des fruitiers, dans les espaces publics, dans les parcs et jardins, dans des écoles. Chaque école a son jardin pédagogique également, ou d'autres plantes aromatiques, notamment dans des espaces publics. Donc c'est des collectifs d'habitants qui continuent de faire vivre ces jardins. Ça s'est poursuivi tout au long du mandat. Ma préoccupation, trouvant un peu cet héritage, c'était de faire en sorte qu'à la fin du mandat, il perdure. Et donc je suis content que ça se poursuive, que les collectifs sont toujours là, ils se sont renouvelés. Les collectifs, c'est des choses qui vivent. Il y a des collectifs qui s'essoufflent, certains s'arrêtent, d'autres se renouvellent. Maxime, qui deuxièmement relance un jardin, une association l'avait porté, l'avait initié, l'avait porté, ils ont souhaité arrêter cette activité. Donc je suis content qu'un collectif ait pris l'initiative de nous proposer de reprendre ce jardin. C'est quelque chose qui se poursuit. C'est quelque chose qui apporte beaucoup à la ville. D'abord, les jardins partagés, c'est un bénéfice pour la biodiversité. Ça a été étudié par l'Agence régionale de biodiversité. Ils ont fait des études dans différents jardins partagés en région parisienne. Ils ont constaté, ils ont mesuré que la biodiversité dans les jardins partagés était plus riche que la biodiversité dans des espaces de nature en ville classiques. Un parc et jardin, même en gestion raisonnée, entretenu un peu différemment qu'un parc classique. Donc ça apporte à la biodiversité et donc ça contribue. Après, ça se maille aussi avec les autres espaces de nature en ville et ça contribue à créer une trame de biodiversité propice à la nature, à la faune urbaine, et c'est important pour la résilience de nos milieux. Ça crée du lien social. Ça fait vivre effectivement des collectifs qui se retrouvent les samedis, les dimanches, parfois en semaine, selon les jardins. Nos jardins partagés sont ouverts. Ce sont des espaces ouverts sur la ville. Alors, selon les modèles, il y en a qui sont complètement ouverts, d'autres semi-ouverts. Donc, ce sont des espaces qui seront pour la plupart constamment accessibles. Il y a du glanage, mais ça fait partie du jeu. Enfin, ça a été pensé comme ça aussi par les pionniers et ceux qui ont écrit effectivement le projet Arcueil Comestible. Donc ce sont des espaces de rencontre, des espaces où il y a des initiatives, des cafés, des soupes, des jardins ensemble ont des marches, font un troc de graines 1 fois par an, font un troc de plantes 1 fois par an. Il y a des initiatives culturelles dans les jardins. C'est quelque chose qui contribue à l'animation de la ville. Et ça a une vraie vocation aussi pédagogique, sensibilisation à l'alimentation, à l'agriculture urbaine. Ce que vous disiez au début pour présenter le réseau, je me retrouvais tout à fait. Les enfants apprennent à travailler la terre, les habitants. Moi, je suis très impressionné quand je vais voir les collectifs le week-end. Ce sont des gens très experts. Et ils se forment ensemble. Moi, je ne suis pas jardinier, je vous ai dit un peu mon intérêt sur ces questions. Donc, mais j'ai aucune compétence de botaniste, aucune compétence d'agriculteur. Et donc, je suis par contre admiratif de voir comment
ces collectifs travaillent ensemble, sont curieux, échangent des savoir-faire. Ça a inventé un rapport différent entre les services municipaux et les habitants. Et ça, c'est un truc très intéressant aussi que j'ai constaté. Parce que la nature en ville, comme elle doit être plus... Enfin, elle est nécessaire pour adapter la ville, pour atténuer le réchauffement climatique, pour répondre aux besoins des habitants de plus de nature, pour aussi être attentive à la biodiversité, ou avoir un milieu un peu plus résilient par rapport aux excès climatiques. Il faut qu'elle soit un peu partout, la nature. Il faut qu'on végétalise les espaces publics, il faut qu'on végétalise les stationnements, il faut qu'on plante plus d'arbres. Il faut qu'elle soit un peu partout. Elle ne peut pas être portée que par les parcs et jardins. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut qu'elle soit participative. D'abord, il faut que ce soit compris par les habitants. Au début de mandat, j'avais beaucoup de plaintes d'habitants parce qu'il y avait des herbes folles sur les trottoirs, parce qu'on ne taillait pas assez les arbres, parce que ça créait de l'ombrage, etc. Moins maintenant. Et parce que d'abord les gens évoluent, on regarde à la nature, ça c'est globalement la société qui évolue et je le ressens. Et puis aussi parce que il y a ce travail, il y a cet engagement des habitants dans les quartiers sur ces questions. Et voilà, la nature en ville, comme elle doit être partout, elle doit être participative. Et donc le rapport service-habitant évolue. Les habitants prennent en main des espaces, des jardins, prennent en main des pieds d'immeubles, prennent en main éventuellement l'idée qu'on ne lève plus les herbes qui poussent sur les trottoirs et qu'on les laisse au moins une année. On a un désherbage, on en avait 3 par an maintenant. Dans certaines rues, on n'a plus qu'un par an pour laisser pousser, ensemencer et puis repartir l'année d'après. Participe à l'entretien des arbres. Cet après-midi, il y a un atelier de taille de fruitier porté par un habitant dans un jardin. Bref, les jardiniers municipaux ne pouvaient plus faire la totalité de ça, et c'est plus intéressant, et les habitants d'ailleurs sont partenaires, ils sont partants pour y participer. Je n'ai pas fait plus de ce que je vais dire, mais voilà, ça, on en est là, et puis ça a aussi été un moteur pour les questions d'alimentation. Je reviendrai peut-être. J'en parle maintenant. Je pense qu'on peut en parler juste après, parce que du coup, c'est aussi perspective pour la suite. En tout cas, c'est intéressant aussi de voir cette complémentarité entre les services et aussi les habitants sur le terrain. Quelque chose d'assez intéressant. Stéphane, du coup, je vais te donner tout d'abord la parole. Donc, vous êtes en charge des questions de démocratie alimentaire à la ville de Romainville. Vous avez tout à l'heure parlé de la cité maraîchère. J'aurais aimé un peu en savoir plus. Donc, est-ce que c'était une stratégie claire autour de l'agriculture urbaine dès le départ, et aussi comment ça a évolué aujourd'hui dans le cadre de votre mandat? Qu'est-ce qui a été développé autour de l'agriculture urbaine, et aussi quels impacts vous pouvez aujourd'hui voir pour la ville et pour les habitants aux alentours? Après, c'est vrai que, comme je disais au départ, j'avais une mauvaise image de l'agriculture urbaine du fait de ce bâtiment et de la suppression des jardins ouvriers. Et on a hérité de cette structure. Enfin, c'est un équipement quand même, au final, qui est structurant sur la ville, même s'il était surdimensionné, il y a des malfaçons, etc. On a fait quelque chose, on a hérité de ça, et puis la directrice qui avait été recrutée par l'équipe précédente, alors on est parti de ça, et donc on a recruté du personnel, beaucoup d'insertions. Ça c'est quelque chose qui, on a un maire actuellement qui est issu de l'insertion et de l'alimentation, donc c'est quelque chose, des sujets qui touche et qui connaît. À ce jour, j'avais un peu de chiffres, je ne sais plus où je notais, voilà. Mais donc il y a en production, il y a 5 personnes qui travaillent à la production, avec un chef de production. À l'animation, il y a 8 personnes, avec dans les 2 cas, comme je disais, d'insertion. Et puis, donc on fait de la culture dans la cité maraîchère. Donc c'est 2 tours en fait, 3 étages, avec au dernier étage, c'est super parce que c'est des serres, donc ça peut super bien. Après, les étages inférieurs, c'est un petit peu plus compliqué.
Le deuxième étage, on l'a fermé il y a 2-3 ans parce que ça poussait mal, et du coup on l'a transformé, on accueille des entreprises de SS. Et du coup là il y a une personne qui s'appelle les jardins, le jardin et la recette, avec un petit jeu de mots sur le E-T-E-S-T, et qui travaille les plantes aromatiques, et qui fait travailler des jardiniers privés, qui se fournit avec ça, elle les transforme, elle fait des bouillons, etc. Donc c'est super bon. Donc voilà. Et puis donc il y a des bacs en fait en inox. Donc on a dû sortir de ce deuxième étage et on l'a réutilisé. On a poussé la culture hors les murs. On a récupéré des anciens ateliers municipaux qui étaient dans le centre-ville. On l'a transformé en un jardin partagé qu'on appelait le jardin Casdal parce qu'il y avait un jeu de mots. Bon, c'était une natte de bitume, voilà. Et en même temps, on a mis une table qui peut faire office de pique-nique, une végétable, on a appelé ça. Donc voilà. Et on a introduit ces bacs, plusieurs dizaines de bacs qu'on a posés au sol avec de la terre végétale. Parce qu'on avait fait des études, des analyses de sol, évidemment, c'était pas très surprenant, mais c'était pollué, comme beaucoup en région parisienne. Donc voilà, c'est la culture hors sol, en bac, mais ça marche, ça pousse très très bien. Et puis il y a des habitants qui sont qui participent. On a installé un compost de quartier, il y a un poulailler, ça c'est aussi important, l'aspect animal en ville. Donc les poules font des œufs. Et il y a un mur qui était un peu décrépit qu'on a refait. Pareil, avec des habitants qui ont participé, donc on l'avait déjeuné à la chaux et on a refait un mur à pêche en fait. On est dans le secteur, on était de Montreuil, les murs à pêche c'est connu à Montreuil, mais il n'y avait pas toutes les villes aux alentours, donc on a fait un mur, on a planté des poiriers, des arbres fruitiers le long. Donc ça c'était la première expérience dans les murs. Sinon pour revenir à la cité maraîchère, on fait pousser des tomates, ça pousse bien, un peu tous les légumes, des betteraves là. En sous-sol, on fait pousser des champignons et des endives. Donc ça c'est pareil, ça pousse très très bien et on fournit quelques restaurants. Et justement la première cantine bio qu'on a ouvert il y a 3 ans. Alors du coup c'est pas bio parce que ça pousse pas en terre, mais bon, en tout cas on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas de pesticides du tout dans la ville. Je pense que chez nous c'est pareil, on utilise sans pesticides, sans produits phytosanitaires, qui contribuent à la biodiversité comme le soulignait François. Voilà, il y a beaucoup, alors il y a de la production, mais pas que, donc il y a l'animation, il y a des ateliers. La direction me dit qu'il y a 400 ateliers par an qui se font, donc scolaires, hein, évidemment, toutes les écoles, toutes les classes de toutes les écoles passent au moins une fois par an par la cité maraîchère. Alors il y a une serre pédagogique au rez-de-chaussée, donc ça c'est intéressant. Il y a une cuisine pédagogique, il y a des ateliers culinaires, les petites cuisines, qui est une association qui intervient. Il y a un café-cantine au rez-de-chaussée qui s'appelle Les Chefs et qui font des plats pas chers et très bons et qui participent aussi. Il y a des expositions, etc., des débats qui se font dans ce café-cantine. On mélange un petit peu les genres. On accueille aussi le festival alimentaire. Voilà. Et puis on travaille avec des acteurs locaux, comme les Rochers de Romainville. Hein, je pense que tout le monde, dans toutes les villes maintenant, il y a des apiculteurs, avec une association de sauvegarde du patrimoine romainvillois, parce qu'il a été maltraité pendant des années, je dis bétonisation, et du coup qui s'ouvre sur le patrimoine justement naturel, agricole, agriculture urbaine, etc. Donc il y a des partenariats qui se font comme ça, et puis aussi avec des associations comme Refugee Food, qui ont travaillé avec nos 2 collèges et qui travaillent aussi avec la cité maraîchère. Donc c'est assez ouvert. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et puis on crée des événements aussi, ça c'est aussi structurant. Donc à peu près une fois par trimestre, ce qu'on appelle le week-end des transitions. Donc là le week-end prochain, celui d'après dans 15 jours, il y en a un, donc ça tombe au mois de mars, donc c'est sur le terme évidemment des droits des femmes.
On fait ça tous les ans, et sinon tous les trimestres, il y a un week-end de transition. Et une fois par an, on fait le festival de transition gourmande aussi, voilà, qui est un plus gros événement, où on invite différents acteurs. Voilà, j'ai pas terminé, je vais passer la parole non, pour Guy Volcan. Oui, ça fait déjà pas mal de choses. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à Romainville, notamment à travers l'impulsion de la cité maraîchère. Oui. Il y a eu une adaptation à l'échelle du quartier. Je vois aussi que à la fois dans le témoignage de François et le témoignage, qu'il y a aussi ce côté-là où c'est des lieux qui animent aussi la ville. Enfin, j'ai l'impression que ça aussi sert à la vie de la ville en tant que telle. Sébastien, toi, vous allez avoir un parcours assez différent. Donc, comme tu le précisais en introduction, donc, tu fais partie plutôt du monde de l'agriculture urbaine de base. Et aujourd'hui, eh bien, tu fais le choix de t'engager politiquement. Ben voilà, en fait, la question est assez simple. Pourquoi ce passage à l'action électorale et quand est-ce qu'on se dit, bon, bah voilà, ok, je me présente sur une liste, let's go. Déjà, je voulais dire merci et bravo à mes deux collègues, camarades, pour tout ce qui est fait chez eux. Alors, le déclic, ça a été, alors c'est un secret pour personne que le secteur associatif va pas super bien ces derniers temps. Et du coup, je l'ai vu, je le vois au quotidien en travaillant dans l'agriculture urbaine. Et dans le même temps, en bossant sur le manifeste, j'ai vraiment compris à quel point les communes, c'était vraiment un des échelons les plus... c'est vraiment là où on peut faire développer l'agriculture urbaine. Donc voilà, donc j'ai décidé de me lancer pour ça. Et vraiment, le déclic, ça a été... cet été, en fait, il y a une grosse association à Marseille qui a été liquidée, qui s'appelait la Cité de l'Agriculture, qui fédérait beaucoup, qui a installé plein de projets à Marseille. Enfin, c'était vraiment une asso importante et qui a été liquidée faute de financement. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, il faut y aller. Voilà, je pense que ça a été le déclic. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis aussi, voilà, nous, à Nogent, on a la chance en fait d'être entouré par la nature, parce qu'on a le bois de Vincennes, on a les bords de Marne, on a des projets d'agriculture urbaine autour de nous qui attirent pas mal et qui profitent aux Nogentais. Mais en fait, il n'y a rien qui est fait vraiment sur la ville dans ce thème-là. Et ça va plutôt, on va dire, bénéficier pas aux classes populaires en tout cas. Et mon but aussi, c'était de développer l'agriculture urbaine parmi ce public, parce que je pense que parce que ce public le demande. Je pense aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne va pas manger de bonne qualité. Et voilà, donc on va dire que c'était vraiment le déclic. Merci. Là, on va parler plutôt du futur. Voilà, vous avez un peu expliqué ce que vous mettiez, ce que vous avez mis en place déjà, ou en tout cas dans la continuité de votre territoire. Donc, à Arcueil, vous avez signé le manifeste. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été lancées. Hein. Vous avez parlé des jardins, des vergers. Et du coup, je voulais un peu voir avec vous, avec le recul, peut-être qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, qu'est-ce qui reste aussi à faire, et quel est aussi l'objectif derrière. Je sais que vous avez aussi d'autres projets qui sont en cours pour la prochaine mandature. Voilà, un peu expliquer quels sont les objectifs derrière et les perspectives pour cette prochaine mandature. Okay. Je veux aussi, si vous permettez, revenir sur une remarque de Stéphane. Je disais, la perception, c'était souvent un peu bobo l'agriculture urbaine. Ça me semble important de révoquer ça, parce que ça m'avait frappé en début de mandat aussi. Moi, donc, je suis arrivé dans l'aventure en 2020. Je n'étais pas partie prenante d'un jardin, mais je connaissais, et je trouvais ça super. Je trouvais que ce projet Arcueil comestible était quelque chose de très identitaire et dont tous les arcueillers pouvaient être fiers. Et d'emblée, pendant la campagne en 2020 et puis au début de mandat, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et qu'il y avait une appropriation de ces sujets, effectivement, par les habitants engagés,
dans la cause environnementale, donc d'un certain milieu socioculturel, et qu'il y avait au contraire un rejet, presque un rejet, de ces sujets par une autre partie de la population, notamment issue des quartiers. Il y a 50% de logements sociaux sur Arcueil, donc voilà, notamment dans les quartiers, un rejet. Alors c'était peut-être un rejet un peu voilà, lié à des affinités. Les porteurs de ce projet pouvaient susciter aussi parfois ce sentiment de rejet. Alors, et en même temps, il y a ça, et je pense que on le surmonte aussi, parce que d'abord, même en regardant l'assistance, globalement, tout le monde d'ailleurs, c'est plutôt jeune. Et donc aujourd'hui, l'engagement des jeunes, ça transcende aussi les quartiers, les milieux. Il est pour un changement de notre société, au plan de ses structures sociales. Et donc il est plus partant sur ces questions. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, il y a un appétit, quand même, y compris dans les quartiers, dans les milieux populaires, pour jardiner, alors plutôt en jardin familial, pas en jardin partagé. Le rejet, il était vu aussi un peu sur le modèle des jardins partagés, très ouverts, il me semble, où on récolte assez peu. En fait, dans les jardins partagés, les gens ils récoltent peu, parce que souvent c'est glané, c'est pris avant, c'est même pris avant maturité, il y a beaucoup de frustration. Ils récoltent un peu, ils récoltent suffisamment pour partager parfois des choses. Mais ça répond pas forcément à l'attente d'autres personnes. Et il y a aussi quand même une vraie demande, y compris dans les quartiers, de jardins ouvriers, de jardins, parce qu'il y a un besoin. D'abord, il y a une envie, puis il y a un besoin de culture vivrière. On a un jardin partagé dans la Maison des Solidarités. Et on constate que dans cette Maison des Solidarités, où il y a des publics très divers qui viennent pour des initiatives autour de la parentalité, autour des pistes solidaires, autour d'autres choses, et bien le jardin, c'est un lieu où les gens se rencontrent entre initiatives, et souvent c'est une porte d'entrée dans la Maison de Solidarité. Donc le jardin, finalement, quand il est pris par un autre biais, il est aussi un lieu de fédération pour tous les publics. Et enfin, la cuisine, c'est finalement le repas partagé, c'est finalement la meilleure façon aussi d'avoir des initiatives qui mettent en lien des habitants de diverses origines, de divers quartiers, parce que c'est quelque chose qui nous fédère tous, le repas, la culture du repas, la tradition qu'on a autour des cuisines. Et alors par exemple, au début du mandat, on a engagé une réflexion sur le réaménagement d'un parc public dans un grand ensemble. Le parc Éric Satie, dans le quartier des Irlandais, pour ceux qui connaissent, je pense, aux Arcueillers. On avait, c'était un espace extérieur d'un grand ensemble, qui était un parc municipal assez important en fait, qui n'était pas identifié comme un parc public. Donc on a engagé la concertation. Et puis, à première réunion, les gens nous ont dit, dans le quartier, on ne veut pas de jardin partagé. On veut un parc municipal, on ne veut pas de jardin partagé. Bon, ok. Bon, pas grave, il y a des jardins partagés qui sont développés autour, y compris au quartier PVC, au quartier juste à côté, il y a un jardin partagé, c'est l'évitant qui s'est mis en place. On ouvre en ce moment une cabane, une maison pour cet espace, un espace de vie sociale. On a mis une cuisine. Et donc je sais qu'il y aura des activités autour de la cuisine. Il y a des acteurs associatifs qui sont manifestés pour faire ça. Je suis certain que ça va entraîner la création d'un jardin partagé dans le parc, dans le prolongement de ce qui sera autour de la cuisine, avec des associations, de diverses cultures qui vont faire des choses, et puis ça va sortir, les repas vont se faire dehors, et puis ça va très vite entraîner la création d'un espace de culture comme il y en a à la Maison des Solidarités. Donc je pense que les questions effectivement culturelles, sociales autour du jardin, elles sont centrales, parce qu'elles peuvent être des freins, mais on voit bien que finalement c'est très riche, et ça peut nous entraîner effectivement dans des choses très, très positives autour de ça aussi. Effectivement, le mandat prochain sera le mandat de la mise en route de notre nouvelle cuisine centrale, en régie municipale. On a, sur ce mandat écoulé, conduit un travail sur l'alimentation scolaire. Toujours à l'initiative, tradition arcueillaise, des associations. Et je considère que le rôle des élus
c'est d'organiser des débouchés aux initiatives citoyennes et associatives. On est là pas pour dire ce qu'il faut faire, on est là pour être en écoute, en accompagnement, réintégrer ces dynamiques dans des problématiques plus globales à l'échelle de la ville et faciliter la mise en œuvre, la concrétisation d'initiatives. Donc les parents d'élèves, je pense, étaient partie prenante du collectif Arcueil bien dans mon assiette, ça s'appelait comme ça, je crois. Ça s'appelle toujours comme ça. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, voilà, les parents d'élèves restent investis sur ces sujets, mais ils avaient fortement milité pour la sortie du plastique dans l'alimentation scolaire d'Arcueil, puisque nous étions, depuis une vingtaine d'années, au membre d'un syndicat de restauration intercommunale qui livrait les repas dans les écoles, dans des barquettes plastiques. C'était remise en température au sein de ces barquettes, et donc ça pouvait poser des problèmes de santé publique. Ça pose des problèmes de santé publique. Donc c'était très insatisfaisant. On a questionné notre syndicat par rapport à ça. On s'est rendu compte que le modèle de ce syndicat est un modèle des années 90-2000, enfin, qui conduisait à l'industrialisation des modes de production du repas collectif. C'était comme ça à l'époque, hein, je ne critique pas, tout conduisait, le pouvoir public conduisait à ça. Il faut matifier, il faut industrialiser les normes d'hygiène, les normes liées à la production agricole, les normes liées à la production, à la transformation des produits alimentaires, les normes liées à la restauration collective, tout conduisait à la massification. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et la sortie du plastique, bon, il y arrive petit à petit, ça entraîne des circuits supplémentaires, des surcoûts supplémentaires. La sortie du plastique implique des productions à des échelles différentes, implique des approvisionnements à des échelles différentes. Donc voilà, on a fait des études, il y a eu un travail mené avec les parents d'élèves, on a consulté, on a visité, on est allé voir d'autres modèles, et on a décidé effectivement de sortir du syndicat et ça aurait pu ça avec le syndicat, mais il n'a pas voulu le faire d'ailleurs, mais d'avoir une cuisine locale, dimensionnée pour les besoins de notre collectivité, 1800 repas jour, c'est beaucoup. C'est la taille d'une grande brasserie parisienne aussi, donc voilà, on change un peu d'échelle. Ça m'avait frappé. Pour faire le syndicat, pour faire un repas de lasagne, il était obligé d'utiliser l'équivalent de 50 vaches. À l'échelle de la production, c'était des données que vous avez un jour présentées, qui étaient présents, Stéphane, on était dans le même syndicat, le responsable de cette cuisine. Donc pour faire une fois un repas de lasagne, 50 vaches. Donc forcément l'approvisionnement, c'est pas 50 vaches, j'imagine que c'est une exploitation. 50 vaches. 50 vaches. Vaches ou bœuf. Pardon, je ne suis pas un spécialiste. Mais bon, c'est forcément un approvisionnement d'une grande exploitation. Enfin, peut-être effectivement, je ne sais pas quelles sont les tailles moyennes d'une exploitation de production de viande, mais c'est peut-être autour de ça, 50, 100 bovins. Donc voilà, repas d'un coup, toute sa production. 1800, c'est une vache. Voilà. Si on fait une règle 3. Donc forcément, quand on change l'échelle, on peut s'adresser à un autre modèle d'exploitation, de production agricole. Aujourd'hui, on nous demande une part de bio, une part d'alimentation en circuit court, responsable. C'est très bien, mais ça oblige un autre rapport à la production. Et puis, il faut changer nos régimes alimentaires. Il faut moins de viande, il faut plus de légumineuses. Des légumineuses, ça ne se réchauffe pas bien. Un plat de lentilles, par exemple, voilà, c'est un peu de cuisine, mais je ne suis pas un spécialiste, on le fait, c'est très bon, on le réchauffe, c'est de la farine, enfin, c'est pas pareil, quoi. Donc, on est à 2 repas végétariens par semaine à Arcueil, il faudrait qu'on passe à 3, je pense, mais ça implique de travailler avec les familles, avec les enfants, d'intégrer effectivement aussi les questions de qualité alimentaire globale. Voilà, ça implique un autre rapport à la production, un autre rapport à notre alimentation. Donc bref, on a décidé de sortir, de construire notre cuisine locale, et elle sera opérationnelle, on en est au permis de construire, elle sera opérationnelle après une phase de chantier
j'espère, à la rentrée de septembre 2028. Enfin, a priori, à la rentrée de septembre 2028. On a constaté dans nos études qu'on pouvait le faire à constant. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, la massification est devenue chère. C'est le plastique, c'est le préconditionnement, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une cuisine centrale, c'est plus de logistique. Ce qui a augmenté suite à la crise énergétique, c'est les coûts du plastique, c'est les coûts de l'énergie, c'est les coûts du transport, c'est pas le coût des denrées en production, y compris raisonnée et locale. Ça peut bouger. Voilà, donc tous ces économies d'échelle à une certaine époque sont devenues des déséconomies d'échelle. Et donc on a constaté qu'on pouvait, en relocalisant la production, arriver à un coût qui restait effectivement similaire. Et puis ça permettra de produire le matin pour le midi. Alors qu'aujourd'hui, en restauration collective, c'est produit 2, 3, 4, 5 jours avant, refroidi et remise en température, et donc on perd en qualité nutritive dans ce process. On dépense en énergie, etc. Donc on est engagé là-dedans, et ça nous permettra aussi d'avoir une politique. Alors ça nous permettra de travailler avec les enfants, les parents, l'évolution des menus, ça nous permettra d'avoir une politique d'approvisionnement plus responsable. Moi, je m'étais engagé aussi dans ce chantier en disant qu'il faut que la transition, il ne faut pas qu'on en parle, il faut qu'on la concrétise aussi. Il y a des actes parfois. Autour de l'alimentation et de la restauration collective, on peut faire la transition. Et là, c'était dans notre rapport à l'agriculture, dans l'évolution des modes de production, relocaliser la production, diminuer les coûts logistiques, on peut le faire. Et puis, il faut travailler avec une politique aussi de santé publique. Voilà, la malbouffe, l'obésité, les risques pour les enfants, les risques pour les futurs adultes. Et le sujet de santé publique majeur aujourd'hui, je crois, donc il faut effectivement se saisir de ça, on pourra le faire avec cette cuisine. On pourra aussi avoir au-delà de ça d'autres liens. On a une AMAP sur la ville, on a un restaurant au sein d'une structure de SS, la mine. On a des circuits de paniers solidaires dans les quartiers avec les invendus du marché de Rungis. On pourra, sur le mandat prochain, mettre en lien tout ça, notre cuisine, l'alimentation des enfants, l'alimentation des seniors, les initiatives associatives par ailleurs, et avoir une politique d'alimentation responsable. C'est un gros sujet. Et je termine ce match simplement. Dernier enjeu sur le mandat à venir, je pense, c'est autour de la valorisation du compostage. Déjà dans Arcueil Petit, dans les jardins, il y avait cette dimension compostage. Chaque jardin a son compost ouvert, et ça faisait depuis maintenant une dizaine d'années compost de quartier. Et donc ça nous a permis d'ailleurs d'avancer sur ces questions sans attendre le territoire qui met en place maintenant, là, c'est en cours de déploiement, des points d'apport volontaire pour les déchets. On a au début de mandat avec Liam Compost, vous êtes du réseau francilien, on a travaillé à l'idée d'une centrale de compostage locale. Alors on n'a pas pu concrétiser ce projet qui n'était pas simple pour des raisons techniques et financières. Mais on l'a concrétisé en expérimentant dans 3 écoles le compostage de la totalité des déchets alimentaires, y compris la viande et le poisson, enfin de la totalité. Donc après chaque repas, les enfants vont composter dans des composteurs classiques, très simples, dans les écoles, dans la cour, la totalité des déchets. Et parce qu'on a constaté qu'en gros, on avait 50 tonnes de déchets par an dans nos écoles, à l'échelle de la ville. C'est beaucoup, il faut réduire. Mais ces 50 tonnes permettraient de produire l'équivalent de ce que nous achetons comme compost dans l'entretien des parcs et jardins de la collectivité. Donc c'était quand même assez désolant de voir qu'on mettait en décharge le résidu de l'entretien, de la taille des arbres, etc. On met en décharge le déchet, on achète du compost, on achète du terreau, etc. Donc on a expérimenté sur 2 ans le compostage à la totalité, ça marche. C'est compliqué, parce que c'est le temps de la pause méridienne, c'est pas simple, mais ça marche au plan sanitaire, on a fait des études bactériologiques, il n'y a pas de problème. C'est intéressant au plan pédagogique. C'est un circuit que les services n'étaient pas très
pas très en appétit d'intégrer ça, d'aller chercher le compost, de mélanger à la terre, etc. pour le remettre dans les parcs. Mais c'est possible, ça peut se faire. Et donc, sur le mandat prochain, j'aimerais bien, avec aussi la question d'une végéterie, mener un circuit local de la totalité de de la matière organique vivante et de réutilisation. On a besoin de créer de la terre et de valoriser la terre sur nos territoires urbains. Ok, merci. Je pense qu'on pourra revenir sur quelques points, notamment, alors peut-être que j'avais mal compris pendant la réunion de préparation de la cantine centrale, elle ne devait pas être aussi adossée à Ah oui, alors si, un espace cultivé. On avait un site qui était prévu pour une ferme urbaine, alors c'est un petit site, 5000 m². Pollué, bon aussi, on a fait sur ce mandat de l'éco-propriété qu'on n'a pas lancé encore ce projet pour diverses raisons, parce que c'était un site qui était squatté, il n'a pas eu le temps aussi de l'écologie, de libérer ce squat. Ensuite, il y avait un sujet de compensation environnementale par rapport à un projet urbain qui finalement se fait pas, et donc c'était une contrainte qui s'est levée. Et puis est venue effectivement du coup la décision d'implanter la cuisine sur une partie de ce site. Et donc ce projet de ferme, effectivement, ce sera un projet sur le prochain mandat. Là encore, on n'est pas sur des échelles qui permettent d'installer un maraîcher, mais on est sur une échelle de projet qui permet d'avoir des activités maraîchères en lien avec la cuisine. On a un partenaire, on a sur la ville un chantier d'insertion Confluence qui intervient ici sur le territoire et qui aujourd'hui accompagne les parcs et jardins et l'entretien de certains sites. On travaille avec eux sur un projet. Alors ils ont une exploitation maraîchère à plus en freine dans une démarche de parcours de réinsertion. Ils cherchent un deuxième site pour poursuivre ce parcours et ils sont courés sur ça. Pourrait d'ailleurs être aussi l'opérateur de la végéterie. Et donc l'idée, effectivement, ce soit un site aussi pédagogique. Puis voilà, ça ferait aussi le lien directement de la fourche à la fourchette avec la cuisine centrale. Tout le côté pédagogie. Ok, merci. On pourra revenir sur des questions par la suite. Du coup, à Romainville, vous avez également signé le manifeste et engagé des actions à l'échelle du quartier. Je me rappelle qu'on avait fait la réunion de présentation, vous m'aviez vraiment parlé de l'échelle du quartier en tant que telle, et que vous parlez maintenant aussi d'aller hors les murs de la cité. Je voulais un peu savoir quelles pourraient être les prochaines étapes, et aussi est-ce qu'une ville peut vraiment généraliser ces initiatives d'agriculture urbaine à une grande échelle, enfin vraiment à l'échelle de son territoire. Oui, merci, parce que je me rends compte que je voulais dire des choses. Alors déjà, pour terminer sur la cité maraîchère, donc dans les murs, tous les mercredis, on fait un mini-marché, donc on vend les produits de la cité maraîchère et de la production du jardin Casal, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc un mini-marché, et on vend les produits au stand familial. Donc il y a 4 tranches, voilà, avec 25, 50, 75% de réduction. Donc ça permet d'ouvrir à toutes les populations. Il y a aussi des ventes de plants qui se font à la belle saison. Voilà, et donc sur l'ouverture hors les murs, je parlais du jardin Casdal, et puis il y avait un autre espace qui était structurant mais qui marchait pas très bien, c'est les jardins familiaux de la Corniche des Forts. Donc il y a vraiment un espace qui est super agréable, parce qu'on a l'impression d'être en dehors de la ville complètement, c'est calme, c'est très vert. Et alors ça marchait mal, c'est géré par une association, et il y avait une liste d'attente de dizaines de personnes qui avaient envie d'avoir une parcelle et puis qui n'avaient pas depuis des années, et il y avait des parcelles qui étaient en friche, des parcelles de 100 mètres carrés, donc il y avait une contradiction dans la gestion. Et donc la ville a repris en main, la cité maraîchère a repris en main la gestion. Du coup on a subdivisé les parcelles, donc on est passé à des parcelles de 4 mètres carrés. Alors quand je dis c'est le personnel, c'est l'équipe de la cité maraîchère qui a rappelé toutes les personnes qui étaient sur liste d'attente, et du coup il y a eu un engouement. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues maintenant, qui cultivent leur petite parcelle. Alors il y avait un critère, c'est de participer à trois ateliers participatifs avant d'avoir sa parcelle. Donc c'était pour tester l'engagement réel des personnes. Et puis il y a des parcelles qui sont collectives. Donc il y en a une qui est destinée à la maison des retraités, et des parcelles qui sont destinées aux écoles. Donc il y a des classes qui ont leur propre parcelle, et du coup ça se met de plus en plus en place
l'école dehors, donc il y a des cours qui se font autour de ça. Voilà, avec une parcelle aussi qui est collective, donc il y a le côté individuel et collectif. Et donc tout ça c'était mis en place en concertation, vraiment avec des réunions. Je suis passé plusieurs fois, j'ai vu vraiment les gens qui échangeaient, qu'on parlait de démocratie, démocratie alimentaire, mais démocratie tout court, démocratie participative. Et on réfléchissait à comment gérer, pas complètement l'autogestion, parce que c'est piloté par STMHR, mais voilà, quand même prendre des décisions de leur propre chef. Voilà, et puis sinon, il y a dans le quartier Gagarine, donc c'est une cité HLM qui a été les bâtiments qui ont été détruits, des nouveaux bâtiments, une gentrification qui s'est effectuée. Et du coup, toi, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a deux types de population en fait. L'ancienne population, classe populaire, et puis la nouvelle classe moyenne qui arrive, donc avec pas des frictions, mais bon voilà, c'était un petit peu difficile. Du coup, voilà, on a créé dans ce quartier un verger avec 30 arbres fruitiers, un potager également avec un compost, une cuisine partagée, donc qui n'est pas encore ouverte, mais qui va ouvrir prochainement. Et j'espère que ça va être structurant. Et là, les réunions qui ont été faites, alors c'était ouvert à tous les habitants, et après la directrice s'est rendue compte qu'effectivement, c'est surtout les personnes qui ont l'habitude de parler, qui prennent la parole, et puis les autres qui n'ont pas l'habitude, du coup qui apprennent encore moins. Donc du coup, elle a fait des réunions on va dire, habitants historiques et nouveaux habitants, et du coup, ça a libéré la parole, c'était beaucoup plus simple, voilà. Et là, avec l'ouverture du verger, du potager, voilà, ça commence à se mélanger, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc ça, c'était fait dans le cadre du dispositif quartier fertile, mis en place par la rue. Voilà, donc il y a eu des apports financiers, etc., qui sont intéressants, quand même, qui permettent d'aller assez loin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dans les projets, on a fait une micro-ferme pédagogique aussi avec des animaux. Voilà, il y a un petit cochon et puis des poules, me semble-t-il. Je ne vais pas les citer encore, mais j'allais l'ouvrir. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport et aux perspectives pour voilà. la prochaine mandature. Alors, perspective. Alors, il y a les cantines aussi, tu l'as évoqué, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, nous, c'est vraiment une cuisine dans les écoles, au plus proche. Et la première cuisine qu'on a expérimentée, elle livre maintenant les crèches, les deux crèches municipales. Et on a fait un restaurant municipal pour les agents. Donc voilà, comme ça, ils peuvent manger bon et pour pas cher. Voilà, donc les perspectives. Bon déjà sur les cantines, c'est de dupliquer le modèle qu'on a fait sur l'école Marie-Bastier. Donc là c'est en cours, il y a une deuxième école qui est en travaux avec un peu de retard. Et j'espère qu'au printemps ça va ouvrir. Alors, sur un modèle un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'il va y avoir la cuisine dans l'école pour les deux écoles élémentaires, et ça va livrer en liaison chaude les deux maternelles du secteur. Il y en a une qui est vraiment à 15 mètres du côté de puis une autre qui est à une centaine de mètres. Voilà, donc ça c'est pour les cantines. Et puis aussi, l'idée c'est aussi de dupliquer l'environnement alimentaire qu'on est en train de mettre en place dans le quartier Gagarine. Donc école bio, avec des. Alors, c'est pas seulement bio, c'est aussi, on va faire un petit point avec la responsable de la restauration scolaire, avec la restauration collective maintenant, sur l'origine des approvisionnements, donc il y a 55% des denrées qui viennent d'Île-de-France. De mémoire, 15% de Normandie, 10% Picardie, Nord-Pas-de-Calais, 10% du sud de la France, 5% Italie, Espagne et 5% reste du monde. Donc c'est quand même très, très local, quoi. On ne pourra jamais être à 100% Île-de-France, mais bon, voilà, on peut au maximum au plus local. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'avec les marchés publics, on ne peut pas spécifier qu'on veut des produits, on ne peut pas spécifier la région. Voilà, donc il faut ruser. Il y a des ruses pour pouvoir toucher les producteurs locaux. Donc l'idée c'est ça, c'est de dupliquer l'environnement de quartier dans tous les quartiers avec un potager, des arbres fruitiers, une cuisine bio, donc c'est un petit peu ça l'idée. On est en train on va recruter un ou une chargée de mission en transition alimentaire et agriculture urbaine. Parce qu'actuellement, il y a combien de postes sur ces sujets-là à la ville?
Combien de postes? Alors c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a pour l'instant une quinzaine de postes. Voilà. Avec des salariés en insertion Pas que, mais les encadrants non, sont pas en insertion, mais sinon, il y a j'arrête 2 tiers en insertion, pour les postes d'animation en particulier. Voilà, sur les. Donc évidemment végétalisés, voilà, il y a des îlots de fraîcheur qu'on a créés, donc qui ne sont pas domiciliés, mais on a planté des arbres. Moi, ce que j'ai comme idée, on verra si c'est réalisable, mais il y a des zones pavillonnaires, il y a des gens qui ont des jardins, des personnes âgées en particulier, qui n'ont plus la force, l'énergie de s'en occuper, peut-être créer une dynamique, quelque chose d'apporter la main-d'œuvre, on va dire, pour faire en sorte de jardiner, d'avoir des espaces potagers dans leurs espaces. Voilà, et puis et les jeunes. C'est vrai que dans les jardins chez nous, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et j'ai été voir avec l'association L'École Verte, on a fait une visite à Bagnolet. Il y a des expériences très intéressantes, et en particulier il y a une association de jeunes à JTB, si je me souviens bien. L'association des jeunes de Bagnolet. Voilà, ensemble. Et c'était inspirant, j'ai trouvé, parce que c'était des jeunes qui encadraient, et du coup ça attirait d'autres jeunes qui venaient du quartier, qui venaient jardiner. Et en effet, je rebondis là-dessus, parce que tout à l'heure, la question de Bobo a été énumérée. En effet, ce genre d'exemple, en fait, c'est des jeunes du quartier de Bagnolet qui, de base, en fait, c'était pas du tout leur vocation sur les jardins. Se sont dit, c'est un super support. Ils sont allés notamment à la Sauge, et ils se sont dit, nous aussi, on veut ça dans notre quartier. Et donc, maintenant, ils ont monté leur propre jardin dans leur quartier. Donc c'est par et pour les habitants, et ça je trouve que c'est une belle initiative. Et un quartier populaire, c'est vraiment au milieu des immeubles. Et dans un quartier populaire, donc voilà. Et donc peut-être après, on peut imaginer justement des liens intergénérationnels avec les jeunes qui viendraient chez les personnes âgées pour aller les cultiver. Ou à la maison des retraités aussi, il n'y a pas de potager, donc ça c'est aussi l'idée que j'ai en tête. Tu as parlé des AMAP, on a 2 AMAP à Romainville, donc c'est important quand même. Et l'idée aussi serait de faire des AMAP populaires. J'ai vu ça chez plus où, il y a une ville qui fait ça. C'est vrai qu'une AMAP, on paye d'avance, donc c'est peut-être pas évident pour tout le monde, je sais pas, au trimestre ou à l'année, etc. Donc de faire en sorte que peut-être que la ville fasse l'avance, paye des agriculteurs de la région, crée une AMAP, et que les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens payent au fur et à mesure, achètent leur panier au fur et à mesure avec des prix solidaires. Tout ça, il y a des exemples de ça, parce qu'avant je travaillais au réseau des AMAP, où notamment c'est la MSA et les CCAS qui peuvent participer du coup à une partie du panier pour justement des personnes qui ont des revenus plus limités. Donc d'inscrire tout ça dans un projet de sécurité sociale de l'alimentation, ça c'est pareil, j'étais sceptique il y a quelques années, et à force de voir les expériences qui se font, participer à des webinaires, puis à des conférences, etc., des partages d'expériences, je trouve que c'est révolutionnaire pour moi. Comme la sécurité sociale sur la santé il y a 80 ans, voilà, c'est sortir du marché l'alimentaire. On voit il y a des Foodwatch en particulier qui dénoncent ça, les marges énormes qui sont faites par la grande distribution, l'agroalimentaire, etc. Et en particulier sur le bio, une marge encore plus grande sur le bio, donc ça ferme l'accès aux personnes qui ont moins de moyens. Donc c'est ça, c'est d'ouvrir, donner l'accès à une alimentation saine et durable à tout le monde. En fait, c'est ça l'objectif. Donc voilà, on va faire ce qui est prévu, c'est de faire des assises de l'alimentation au printemps, et puis que se crée un comité local de l'alimentation avec des collèges qui soient représentatifs des habitants, des commerçants durables, de chercheurs, j'avais fait la liste l'autre fois, j'en ai vu plein, la ville, le CCAS, la ville, qu'un élu soit présent dans ce comité, évidemment des agriculteurs, l'ARS ou le centre de santé, parce que ça touche la santé, comme tu l'as dit, l'alimentation. Voilà.
Et puis dernier point, et après je passe la parole, excuse-moi, c'était sur le compost. Effectivement, on a des composts de quartier, et là depuis un an et demi, je ne sais plus, il y a Est Ensemble, donc l'aglo qui a mis en place des points d'apport volontaire dans les... Donc c'est très pratique, c'est vrai, du coup ça a augmenté le volume de collecte des déchets alimentaires, mais l'effet induit, négatif, l'externalité négative, c'est que ça a baissé, la collecte a baissé dans les sites de compostage de quartier, et il y a moins de gens qui sont engagés. Ça a baissé de 40%, je crois, dans les deux cas, il y a 40% de gens en moins et 40% de collecteurs en moins. Et les points d'apport volontaires, les déchets, ils partent dans c'est pré-traité à Stein, ils font le tri, etc. Et après, c'est envoyé en méthanisation dans les campagnes. Donc c'est pas circulaire, quoi. Je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose. Tu parlais d'un centre à Romainville, il y a une déchetterie qui est en train d'être reconstruite. Et j'ai pas vu passer ça, mais je pense qu'il faudrait faire effectivement un centre de traitement de compostage pour l'agglo, et puis que ça revienne aux habitants qui font la démarche d'aller donner leurs déchets alimentaires. Voilà, En tout cas, je vois dans les deux témoignages, il y a quand même ce sujet très transversal qui touche à la fois à l'alimentation, le compostage, l'éducation, le lien social. Rapidement. Un sujet qui me tient au cœur, alors c'est pas l'agriculture urbaine, mais c'est l'agriculture, c'est qu'en fait c'est créer une ferme municipale. Voilà, avec Romainville, là, depuis 2 ans, on est inscrit dans le réseau des fermes, alors ça s'appelle maintenant le réseau des fermes publiques. J'ai été à Ponsartou il y a 2 ans, à Épinal l'année dernière. Et donc pour l'instant, ça reste en projet, mais c'est vraiment d'acheter une ferme. Alors après, il y a plusieurs formats possibles, hein, soit faire 100% public, soit faire un SNIC avec. Voilà. Mais en tout cas, acheter une ferme, parce qu'en plus, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il y a les gros financiers, comme le président de la FNSE et Cabril, qui lordent sur les terres pour les racheter, et puis augmenter la taille des productions et réduire. Il y a 400 000 agriculteurs. Voilà, si ça continue comme ça, il y en aura plus de 200 000. Il y en avait 1 million il y a 30 ans. Enfin, voilà, donc c'est aussi de participer au maintien de l'agriculture paysanne dans nos régions, et puis en faire aussi. Donc, ça permet d'approvisionner en légumes les cantines, les épiceries sociales et solidaires, aussi mettre ça en place, lié, et puis de permettre de faire des séjours aux enfants. Donc, je vois ça comme ça. Ça a été colonies de vacances, elles ont été vendues sous la mandature précédente, et bon, c'est quelque chose de plus proche, mais de reconnexion aussi de la nature, une ferme, aller voir des paysans, y passer plusieurs jours, une semaine, et puis cultiver, s'occuper des animaux, etc. Merci. Donc à Nogent sur Marne, donc vous êtes en phase de projection. Moi, ma question, ça serait plutôt comment tu dis que tu t'es appuyé notamment sur le manifeste. Comment tu as pu t'en saisir, et également qu'est-ce qui te semble prioritaire. J'ai quelques photos que tu m'as envoyées, donc si tu veux, tu me dis quand est-ce que j'appuie sur le bouton. Ouais, tu peux. Donc non, alors moi du coup je suis allé puiser à la source dans le manifeste, et je dois dire que c'est vraiment un super outil, parce que c'est des propositions clés en main, avec en plus à la fin on parle aussi de financement, tout ça, donc c'est vraiment c'est vraiment un super outil. Et nous à Nogent, alors nous on part quasiment de zéro, il y a tout à faire. En gros il y a quelques bacs à la MJC, mais voilà, ça se résume à ça, la culture urbaine à Nogent. Donc nous, dans nos priorités, il y aurait 4 axes, on va dire, principaux. Le premier, ce serait vraiment de végétaliser les cours d'école, avec y compris du comestible, et couplé à ça, faire organiser des visites de ferme pour tous les élèves de primaire et de maternelle, au moins une fois par an. Alors pour toutes les raisons qui ont été déjà évoquées, hein, vraiment faire de l'éducation à l'environnement, à l'alimentation, découvrir que les tomates ça pousse pas en hiver. Voilà, donc pour moi c'est aussi vraiment former les consommateurs de demain. Voilà, donc ça c'est pour là je vous ai mis un exemple d'une école primaire
à Nogent, qui est très bétonné, avec aucune verdure. Et là, c'est un exemple d'une cour d'école dans le 18e, donc c'est ce vers quoi on voudrait aller. Voilà, oui, ce qu'on appelle les cours oasis. Un deuxième axe, ce serait vraiment de développer aussi les jardins participatifs. Et c'est vrai, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment... Alors moi à la fois je suis dans des fermes urbaines, à la fois j'anime aussi des jardins partagés. Et je vois que c'est vraiment un super outil de vivre ensemble en fait. Ça, à la fois ça rassemble toutes les générations. J'aime beaucoup ce que tu disais sur le fait qu'on apprend ensemble. Et voilà, et je vois à Villefertile par exemple, il n'y a aucun maraîcher pro. On a tous commencé limite de zéro, voilà, avec certains une passion et déjà une pratique, mais voilà, on n'est pas pro. Et je vois que vraiment, il y a vraiment ce truc-là en fait d'apprendre ensemble. Je vois dans les jardins que j'anime, je disais, il y a toutes les générations, mais il y a aussi plusieurs milieux sociaux. Donc voilà, donc c'est vraiment un super outil pour ça. C'est aussi vraiment un super outil de partage culturel en fait. Il y a des personnes qui sont parfois d'origine étrangère et qui vont dire là chez moi on cultive ça, on cuisine comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment tout un passage comme ça qui est super chouette. Et c'est aussi un des rares lieux où on peut sortir et se retrouver sans être obligé de consommer. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est chouette aussi. Voilà, et donc dans les projets, alors là c'est des exemples d'animation qu'on fait à Villefertile, et c'est le genre de choses qu'on aimerait faire avec les élèves à Nogent. Sur les jardins collectifs, ouais, tu peux encore passer. Ah, il y a bon, ok. Après, oui, donc sur les jardins, par exemple, il y a eu Alors, il y a pas mal d'espaces verts à Nogent, mais qui ne sont pas du tout. Il n'y a pas d'agriculture urbaine, moi, c'est surtout du faire joli, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qu'on aimerait faire, donc notamment, il y a un parc qui vient d'être racheté par la ville, qui appartenait à un Carmel précédemment. Donc il va s'appeler le parc des Carmélites. Et on aimerait commencer nos premiers jardins partagés là-bas, également dans les EHPAD. Voilà. Et notre troisième axe, ce serait aussi de développer le compostage. Alors je pense aussi, comme vous faites dans les écoles, voilà. Pour le moment, il y a quelques bacs dans des jardins, dans les parcs, voilà, mais on aimerait vraiment systématiser ça dans les écoles. Et le quatrième axe, c'est aussi l'alimentation. Donc on aimerait passer à une cantine bio, 100% bio et gratuite, progressivement. Donc le but, ce serait dans un premier temps de travailler avec notre prestataire actuel pour le faire aller vers plus de bio, plus de local, etc. Et puis après, effectivement, plutôt aller sur une cuisine dans l'école et voir dans un second temps, alors déjà s'approvisionner auprès de producteurs locaux et pourquoi pas dans un futur plus éloigné, d'avoir aussi notre propre ferme municipale. Voilà. Eh bien, merci. De zéro, donc il y a du boulot. Ça c'est bien, il reste pas mal de choses à faire du coup. Et puis voilà, avec aussi des exemples très inspirants. En tout cas, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on passe à une série de questions dans le public, si vous en avez sur voilà, les témoignages. Ils sont là pour répondre à vos questions. Si vous avez aussi peut-être des questions sur le manifeste en tant que tel. C'est l'occasion. Et ensuite, on passera plutôt à un temps de témoignage un peu de manière informelle. Ça va être plutôt ma collègue Marie qui va animer ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je peux le faire comme ça? Bon, on t'entend. Enfin, en tout cas, Alors, c'est j'ai une question sur l'aspect financier. J'aimerais savoir quelle part du budget global de vos villes représente le budget dédié à l'agriculture urbaine, à toutes ces questions. Parce que ça fait beaucoup de projets, mais comment vous financez? Sachant que les associations et l'agriculture urbaine est juste en train de... C'est la question que je ne voulais pas qu'on me pose, justement. C'est pour ça que Honnêtement, je ne saurais pas y répondre. Je pourrais me renseigner et puis vous donner les chiffres, mais comme ça, je ne sais pas. Même pas une proportion?
Non, je vais dire une bêtise, quoi. D'accord. Et Mais c'est question sûr que- complémentaire, est-ce que vous avez prévu d'augmenter le budget sur ces questions-là pour la prochaine mandature? Bah, à mon avis, oui, on va quand même augmenter le budget. On va créer des postes, voilà, et puis des projets, donc forcément ça va coûter de l'argent, quoi. Après, c'est vrai, si on inclut ça, enfin, si on voit l'impact que ça a sur les activités scolaires, bon, bah, c'est un budget qui est partagé au final. Il y a l'aspect nourricier, donc c'est l'investissement qui revient. Puis bon, tout ce qui est sur la santé, sur le vivre ensemble, voilà, le lien social qui a été évoqué, tout ça, donc j'ai envie de dire que ça n'a pas de prix, quoi. Complément, il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement dans une collectivité. En fonctionnement, ce n'est pas forcément des gros budgets à mobiliser. On a une chargée de mission en ville, on a une chargée de mission à alimentation durable. 2 postes sur 600, à peu près. Et Après, le sujet, c'est l'investissement. Et ce n'est pas les mêmes contraintes pour une collectivité. C'est le budget de fonctionnement qui sont très contraints, il faut qu'ils soient équilibrés. En investissement, il y a parfois des marges de manœuvre. Donc on a pu sur ce mandat, effectivement, comme parents, continuer à investir sur ces questions-là. Puis la cuisine, c'est un modèle qui s'autofinance en fait. Voilà, ce ne sera pas plus. Enfin, on payait une cuisine déjà, qui était sur un autre modèle, on payera de la même manière une cuisine sur le modèle qu'on souhaite. Après, il faut aussi voir ça touche aux compétences du territoire. Il faut arriver à mobiliser effectivement l'agglomération. La métropole subventionne ces projets aussi, la région peut subventionner également. Donc, on peut avancer. Voilà. Et l'agriculture urbaine, encore une fois, en termes de fonctionnement, c'est pas forcément beaucoup de moyens, c'est l'engagement, c'est aussi des bénévoles, c'est la volonté de la collectivité de mettre à disposition des terrains. Enfin, c'est beaucoup, hein, plus que des budgets de fonctionnement. Il y a aussi des salaires. Oui, les maraîchers ou les personnes qui gèrent des fermes ont besoin de payer leurs salariés. Oui. Et les subventions baissent. Oui, alors c'est vrai que là, j'étais du point de vue de la collectivité. Alors c'est vrai que quand on aura, ça fait écho aussi à ce que disaient l'un et l'autre, quand on sera en gestion de notre cuisine, on sera en gestion de nos approvisionnements et donc on aura un autre rapport aux fournisseurs, y compris pas forcément en imaginant être notre propre ferme, on pourra participer pour les raisons que disait Stéphane. On avait réfléchi en début de mandat aussi à participer à une ferme intercommunale, mais pas pour approvisionner notre cuisine, parce que sur une ferme on ne peut pas. Il faudrait plusieurs fermes sur différents terroirs pour avoir la diversité des approvisionnements, faire face aussi aux aléas d'une exploitation. Donc, je crois plus au partenariat avec divers exploitants, et une ville peut les accompagner, y compris en s'engageant sur la longue durée, en prenant aussi un peu en charge une partie des aléas. Mais après, on peut aussi participer à une ferme pour des raisons pédagogiques, pour des raisons effectivement d'exemplarité, mais oui, vous avez raison. Enfin, il y a un autre sujet aussi qui est le coût. Mais dans nos approvisionnements de la cuisine, on pourra effectivement payer au juste prix, garantir sur la durée. On a regardé ces questions dans nos réflexions sur la restauration scolaire. Constant par rapport au modèle très massifié, on peut mettre un prix qui correspond au prix effectivement attendu par des exploitations. Par rapport à la restauration scolaire, par rapport au coût, on a fait le calcul, en fait le coût du repas il vient 1 € moins cher à le faire sur place, avec que des produits durables, que de la maison froide, avec 35% bio seulement, etc. Après, c'est vrai que l'agriculture urbaine, c'est en développement, donc c'est un peu différent. Sur Romainville, c'est vrai que c'est très piloté par la cité maraîchère. On a une association espace qui gère le toit d'un immeuble privé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je pense que il faut répondre nous sur. Il y a plein d'associations
formidable. Je pense qu'il faudra qu'on ouvre aux associations qui, par ailleurs, peuvent toucher des subventions que la ville ne pourrait pas toucher directement. Et je pense qu'au final, voilà, ça permettrait aussi de maintenir le coût de dépenses, on va dire, de l'agriculture urbaine. Et puis de favoriser le foisonnement de l'écosystème. Augmenter les financements pour l'agriculture urbaine aussi. C'est vrai que c'est assez bien. Oui, allez-y. Non, je ne sais pas si c'était une question, mais j'ai été étonné sur le compostage. Alors, je me présente quand même, enfin bon, je suis élu à Fontaine-sous-Bois. Non, mais je veux dire qu'au niveau du compostage, en tout cas sur l'Interco, on a partout des boîtes pour permettre à tout le monde de composter. Enfin, je veux dire, non, je dis ça parce qu'apparemment, il y avait une difficulté à composter. Alors nous, en tout cas, sur notre... je ne défends pas Paris dans l'aspect quoi spécialement, mais par contre, on a des boîtes sur toutes les communes, y compris à Nogent. Le compostage est facile. Il n'est pas si facile que ça. Alors, d'abord, on a des composteurs dans les jardins. Un composteur, il faut qu'il y ait un collectif d'habitants derrière qui s'en occupe. Et c'est le boulot. Et quand ce sont des composteurs ouverts, il y a beaucoup d'apports. Il faut que les gens, effectivement, régulièrement, retournent, veillent l'apport en matière sèche, évitent que des rats y nichent. Et donc tout ça marche parce qu'il y a des jardins. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui jardinent ensemble, ils peuvent tenir un composteur. Les composteurs de quartier, indépendamment d'un jardin, c'est plus compliqué. Après, ce que vous évoquez, ce sont les points d'apport volontaires, j'imagine. Et ça a été dit, c'est pas du compostage, ça part en méthanisation, ça part ailleurs. Il faudrait voir d'ailleurs le bilan environnemental et économique de la méthanisation par rapport au compostage. Et puis, effectivement, dans les écoles, on composte, on expérimente. Il y avait des composteurs pédagogiques dans les écoles depuis longtemps, mais c'était une fois par mois, on allait mettre des épluchures d'orange, de banane, avec des animations derrière. C'est très bien. Là, on a expérimenté le compostage de la totalité des non consommés, enfin du reste des repas, dans l'idée de recréer du terreau localement. Et ça impliquera avec le territoire, la généralisation de ça, et c'est pas simple, c'est tellement simple de mettre à la poubelle, et puis après d'envoyer les poubelles en méthanisation. C'est plus compliqué, même si c'est pas plus cher, même si au final il y a des valeurs ajoutées au plan pédagogique, au plan environnemental, c'est plus compliqué d'organiser le compostage et la valorisation locale. On va prendre une dernière... Alors, 2 questions, mais très rapides, et après, dans tous les cas, il y aura vraiment un échange tous ensemble. Donc, vous pourrez continuer à poser des questions. Allez-y. J'ai une question donc, pour François. Déjà, bravo pour ce que vous avez mis en place dans les écoles. Est-ce que, du coup, tu parlais de 50 tonnes qui sont détournées de l'incinération ou l'enfouissement. Est-ce que vous avez réussi à le chiffrer en termes de taxe générale d'activité polluante en moins et en termes de camions en moins sur les routes pour la collecte? Pas complètement. On a expérimenté ça dans 3 écoles sur 13, enfin 3 offices sur 13 offices. 11 écoles, je ne sais pas aux Arcueillais, mais on a 13 restaurants. Et donc les 50 tonnes, c'est à l'échelle de la ville globalement. Là, j'ai plus le tonnage pour les 3 sites, 2 écoles élémentaires, une école maternelle, sur lesquelles on a expérimenté pendant 2 ans. Là où on a suivi le bilan économique, c'est la comparaison avec l'enlèvement et l'incinération, enfin, ou la méthanisation, enfin la collecte et la valorisation. Donc la comparative de coûts entre localement, donc acheter des composteurs, l'apport en matière sèche, qui pour le moment est acheté puisqu'on n'a pas encore cette budgéterie. On a une prestation de retournement à acheter d'insertion parce que c'est autant les animateurs font avec les enfants au quotidien, mais parfois il faut changer de bac, les déplacer pour un site de maturation. Donc ça, c'est une entreprise d'insertion qui le fait. Donc et globalement, c'est à peu près le même coût. Entre effectivement collecte, valorisation d'un côté et compostage sur place. Il y a un petit coût d'investissement supplémentaire qui est l'achat des composteurs qui sont plus robustes et qui n'est pas compris dans le bilan. Mais sinon, en termes de temps, c'est pas. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Sébastien. Je ne sais pas.
juste pour rajouter que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà. Et pour revenir aux cantines, le fait de réintroduire les cuisines sur place, on a divisé par 3 le gaspillage alimentaire. On est passé de 140 grammes par repas, donc ça représentait 30% du gâteau télévisé du repas, passé de 140 à 40 grammes, donc divisé par 3. Après, chez soi, c'est encore autre chose. Très bien. Je vous propose peut-être de prendre 5 minutes de pause. Il y a le café qui vient d'être préparé. Et puis revenir du coup dans la salle pour un échange tous ensemble, donc plutôt débat citoyen. Vous pourrez reposer des questions si vous voulez du coup à nos personnes qui vont témoigner aussi. Merci beaucoup.